bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du cabinet de conseil en stratégie augmentée WIV et de la compagnie de Falsbourg, promoteur, développeur, constructeur et gestionnaire de l'immobilier. C'est aujourd'hui un grand privilège que vous offrent les mardis de l'ESSEC, puisque vous êtes en présence de l'étoile montante de la droite française. Rien que ça. Pour l'heure, parlons de la naissance de notre étoile. Vous êtes né un 13 décembre et cela ne présageait rien de bon. 13 décembre 1758, naufrage du duc William. 13 décembre 1808, capitulation de Madrid devant l'armée napoléonienne. 13 décembre 1937, prise de Nankin par les troupes japonaises. Seriez-vous né sous une mauvaise étoile? Heureusement, votre naissance à Dakar au Sénégal vient illuminer le ciel en cette année 1976. N'y allons pas par quatre chemins, une étoile est née. Mais n'allez pas croire que les étoiles naissent n'importe où. Votre galaxie est celle de l'élite sénégalaise. Votre mère est professeure et votre père est diplomate, bras droit du président Léopold Sédar Senghor. À 11 ans, vous suivez vos parents et quittez le Sénégal pour la cité HLM de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Une de ces villes qu'un de vos amis de longue date s'est proposé de nettoyer au Karcher. Durant cette période précaire, vous croyez en votre bonne étoile et entrez en classe préparatoire au lycée Paul Valéry. Vous ne décrocherez pas la lune, mais un ticket d'entrée à Sciences Po Paris. C'est bien aussi. Vous obtenez également la nationalité française, et comme vous le dites vous-même, ce fut toute une affaire. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des ancêtres gaulois. Vous obtenez donc votre diplôme et faites un stage à la mairie de Paris. Le poste de l'éternel stagiaire, très peu pour vous. En 2002, vous êtes reçu au concours d'administrateur du Sénat. Une fois de plus, votre bonne étoile vous guide. Vous auriez pu être attaché parlementaire, tâche ingrate et peu reluisante sur le CV. Enfin, cela dépend pour qui. En 2005, vous vous mariez 2 fois, avec votre compagnon et avec Nicolas Sarkozy, dont vous rejoignez le parti. L'un est de gauche, l'autre est de droite, pas le centre. Vous continuez sans peine votre descente de l'abrupte et glissante piste politique française et faites vos armes auprès de Nicolas Sarkozy. Vous décrochez votre première étoile lorsqu'il vous nomme secrétaire national de l'UMP, chargé de la francophonie. Vous ne tardez pas à obtenir votre deuxième étoile grâce à votre nomination au poste de secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme au sein du gouvernement Fillon. Aux côtés de Rachida Dati et de Fadela Amara, vous êtes une figure de la diversité, revue et corrigée par Nicolas Sarkozy. Mais tout cela semble être une mauvaise publicité Benetton aux yeux de vos détracteurs. Roselyne Bachelot déclare que si en plus d'être femme et noire, vous aviez été handicapée et lesbienne, vous auriez sûrement décroché le poste de Premier ministre. Les lois du star system sont cruelles, être une étoile n'est pas chose aisée. Vous ne tardez pas à vous faire remarquer lorsque Mouammar Kadhafi s'offre une visite d'État en France. Il ne dormira pas à la Belle Étoile, puisqu'il obtient l'autorisation de planter sa tente dans les jardins de l'hôtel de Marigny. C'en est trop pour vous, et il n'est pas question de vous éclipser. Vous entreprenez de tailler un short au dictateur, ce qui lui sera bien utile pour sa longue traversée du désert libyen. On dit qu'il y fait chaud. Vous déclarez que la France n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant, terroriste ou non, peut venir s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits. Qu'à cela ne tienne, c'est le tapis rouge qui sera déroulé. Si votre liberté de ton fait grincer des dents au gouvernement, elle plaît aux Français, puisque vous devenez leur personnalité politique préférée et recevez le prix de la fondation du Forum de Grand Montana. Vous ne savez pas ce que c'est, nous non plus. Plus tard, vous décrochez votre 3e étoile lors de votre nomination au poste de secrétaire d'État au sport dans le gouvernement Fillon II. Permettez-moi d'émettre des doutes sur la réalité de cet emploi, puisque l'étoile Rama brille à ce poste par son absence. Alors que vous êtes à votre zénith, le 3e gouvernement de François Fillon devra se passer de vos lumières. Vous quittez l'UMP et rejoignez le parti radical de Jean-Louis Borloo. La mise en orbite ne se fait pas sans heurts, vous échouez aux législatives de 2012, puis vous êtes battu par Laurent Hénard, qui prend la tête du parti radical. Vous ne savez pas qui c'est, nous non plus. Il en faut plus pour vous arrêter. Vous persistez et tentez de devenir chef de file de l'UDI pour les élections régionales de 2015.
C'est un nouvel échec. Vous êtes alors forcé de vous envoler vers d'autres cieux après votre exclusion du Parti radical. Vous vous lancez dans la course à la présidence de la République sans parti ni mandat. Les étoiles, ça ose tout, certains disent que c'est à cela qu'on les reconnaît. La guerre des étoiles est désormais déclarée. Avec votre mouvement La France qui ose, vous dites défendre la France des oubliés. Il semblerait pourtant que ce soit la France qui vous ait oublié. Lors de votre dernier meeting à Montigny-le-Ganelon, vous ne savez pas où c'est, nous non plus. Vous réunissez autour de vous une quinzaine d'aficionados survoltés, l'ambiance est électrique et il se murmure même que les vigiles présents auraient eu grand mal à les maîtriser. De quoi faire trembler vos adversaires. Vous n'hésitez pas à vous présenter comme une alternative au Front National et proposez également aux Républicains de se rallier à vous en cas de retrait de François Fillon. Vos nombreuses propositions choc détonnent dans l'univers politique hexagonal. Vous présentez votre programme comme un Big Bang, mais n'est-il pas à des années-lumière des préoccupations des Français? Preuve en est votre difficulté à réunir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter aux élections présidentielles. Alors, Ramayad, êtes-vous une étoile montante ou une étoile filante? Je vous remercie et vous souhaite à tous un excellent débat. Ramayad, bonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avant de passer à l'interview, vous disposez d'un droit de réponse au portrait qu'Angèle vient de faire. C'était long, donc je ne me rappelle pas de tout. Dans les faits, bon, il y a eu des transitions un peu rapides parce que je ne suis pas passée de Dakar au quartier populaire. C'est passé plusieurs années. Je suis arrivée en France, j'avais 9 ans. Et puis ensuite, j'étais administrateur du Sénat juste après mes études à Sciences Po. Et j'attendais mon affectation. C'est dans cette période-là que j'ai fait un stage à la mairie de Paris. Pas dans l'autre sens, mais c'est pas grave, ce ne sont que des petits détails qui n'ont aucune importance. Pour le reste, je reconnais Wikipédia, hélas. Mais bon, j'aurai l'occasion de répondre éventuellement par vos questions à la réalité des faits. Bonsoir. Alors vous êtes candidate depuis avril 2016 et, à l'élection présidentielle, et votre objectif actuel est donc l'obtention des 500 signatures. Non, c'est la présidence de la République. Oui, mais pour être candidat, il faut quand même 500 signatures. Là, on en est au stade des promesses de signatures. Oui. Combien vous en revendiquiez récemment? 350 promesses? Ah non, je revendique rien du tout. On me pose des questions, j'essaie de répondre et j'ai décidé de ne plus répondre. Parce que, en fait, personne n'a de parrainage aujourd'hui. Personne. Puisque la période officielle s'ouvrira le 25 février, durera jusqu'au 17 mars, je dis 14 puisque l'acheminement postal va être pris en compte. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un candidat qui a un parrainage. Et les 80 000 km que vous avez parcourus en France, des promesses, des engagements. Promesses, oui. Et puis il faut aussi savoir comment ça fonctionne. Parce que vous voyez un maire que vous dit oui, je vous parraine dans les médias. Il peut prendre le temps de réfléchir, ça peut prendre quelques heures, quelques jours, plus vraisemblablement quelques semaines. Donc toujours difficile de fait de dire j'en suis à X. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que cette élection s'inscrit sous les auspices d'une réforme qui pour moi s'apparente à un véritable verrouillage de la démocratie. Avant, le candidat allait chercher ses parrainages auprès des différents maires ou élus. Donc il savait ce qu'il avait en carton et ce qu'il déposait au Conseil constitutionnel. Désormais, il ne le sait pas, puisque c'est le maire qui doit envoyer par courrier au Conseil constitutionnel ses parrainages. Donc, il y en a qui disent qu'ils en ont 500, peut-être qu'ils en ont 400, peut-être qu'ils en ont 1000. Il y en a qui enverront spontanément, il y en a qui diront oui puis qui ne feront pas. Donc c'est difficile d'affirmer de manière définitive un chiffre. Voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter de compter publiquement. On garde la surprise pour le 17 mars. Exactement. Et si vous avez fait ces 80 000 km, c'est aussi pour rencontrer la France des oubliés, une expression dont finalement on vient à oublier le sens, tellement elle est utilisée par les hommes et les femmes de tous bords. Du coup, qui sont ces oubliés finalement pour vous? Est-ce que c'est les banlieues, la France rurale, la France périphérique ou la classe moyenne? En fait,
je pense qu'il est important parce que nous sommes à l'ère de l'information, y compris continue, des réseaux sociaux, les électeurs sont de plus en plus informés, majeurs et vaccinés, et au fond, j'ai envie de vous dire, ne croyez pas sur parole, ne croyez pas à un slogan, ne croyez pas même pas à un programme. Tout le monde peut en faire des beaux de programmes, enfin presque. Mais ce que je pense honnêtement, c'est qu'il faut plutôt regarder les personnes, regarder ce qu'ils ont fait et regarder ce qu'ils sont. Et vous saurez si ce qu'ils disent est crédible, si vous pouvez les croire. Quand je parle de la France des oubliés, quand moi je le dis, ce n'est pas comme quand Le Pen le dit. Mais ça s'oppose à qui, la France des oubliés? Pardon? Ça s'oppose à quelle autre France, la France des oubliés? D'abord, on n'est pas dans l'opposition. Il y a une partie du pays qui a décroché, qui n'est même plus en révolte, elle est en retrait du champ démocratique. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec la politique, avec les politiques. Cette France-là, elle n'aime même plus la démocratie. Et vous avez là-dedans la jeunesse, par exemple, qu'on peut globaliser, mais en tout cas, il y a une jeunesse qui a décroché. Et parce que voilà, une génération maltraitée, 30% de chômage pour le vrai chiffre depuis 20 ans, elle n'a plus confiance. Je pense également effectivement aux territoires malmenés, ça va les quartiers populaires qui subissent un apartheid voilà, différentes natures, scolaires, géographiques, économiques, sociales, aux territoires ruraux qui subissent exactement le même apartheid. C'est-à-dire que ce sont deux types de territoires qu'on oppose parce qu'on veut mettre le feu au pays, mais ils souffrent des mêmes maux et ils utilisent les mêmes mots pour le dire. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que j'observe. Les femmes aussi, qui seront très peu représentées dans cette élection présidentielle, qui continuent à courir derrière l'égalité économique. C'est pour ça qu'avant de venir à vous, j'étais pas loin d'ici à Cergy pour rencontrer une association de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce n'est pas un sujet d'hier, c'est un sujet d'actualité. Et je veux présidentialiser ce sujet. Ce n'est pas une question humanitaire, c'est une question démocratique. C'est aussi la France des petits entrepreneurs, agriculteurs, artisans, créateurs d'entreprises qui effectivement subissent le harcèlement fiscal, normatif, qui empêche l'activité. Oui, c'est ça, la France des oubliés existe. Je l'ai rencontrée. Et ce n'est pas quelque chose d'ailleurs de nouveau, ça fait déjà, enfin depuis toujours, moi j'en viens de cette France des oubliés. Et c'est important le j'en viens. C'est-à-dire que ça veut dire que même quand on arrive au sommet du pouvoir, les manques, on continue, on sait ce que c'est, on continue à les ressentir. Ça fait de vous quelqu'un d'extraordinairement humble et en même temps de fondamentalement déterminé. Et donc c'est en ce sens que je me reconnais dans cette France-là, parce que quand j'en parle, je n'ai pas besoin de notes. Ce n'est pas le cas de la châtelaine de Montretout. Tout le monde aura compris qui est la châtelaine de Montretout. Ah, tout le monde le sait. Bon, Angèle nous l'a dit, vous avez été membre de l'UMP de 2005 à 2011, ensuite membre du Parti radical de 2010 à 2015. Et pour cette élection présidentielle, enfin, plus largement, vous avez créé votre mouvement politique, votre propre mouvement politique, La France qui ose, et qui réunit de manière assez large des mouvements écologiques, entrepreneuriaux et associatifs. Vous comptez à peu près 50 000 sympathisants aujourd'hui. Et alors pourquoi avoir décidé de créer votre propre mouvement plutôt que de rejoindre une structure déjà existante? Parce que j'avais quitté les structures existantes, j'avais quitté l'UMP, puis l'UDI m'avait quitté. Donc à partir de là, j'étais pas encartée du tout. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si je suis partie de l'UMP en 2010, et si ensuite j'ai voulu être avec Jean-Luc Borloo cofondatrice d'un nouveau mouvement, c'est que je voyais bien pendant toutes ces années que le système politique partisan était à bout de souffle. Ce n'est plus possible de continuer à fonctionner avec des partis politiques qui fonctionnent en vase clos, qui ne pensent plus la France de demain, qui ne se préoccupent que de la carrière de ses membres, et de certains de ses membres les plus cooptés, qui vivent de cela, qui vivent de l'engagement public. Pour eux, il y a un système, clairement. Et donc, par ailleurs, il y a aussi la difficulté à le changer de l'intérieur, prétention extraordinaire que j'ai eue à un moment donné.
Et je vous dis clairement, c'est impossible. C'est impossible. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode qui peut potentiellement être dangereux avec le fractionnement des voix qui entraînerait, qui créerait un boulevard pour Marine Le Pen aux élections? Vous êtes de droite, c'est ça? Non, pas du tout. C'est les gens de droite qui posent cette question. Pourquoi c'est les gens de Parce droite? qu'ils craignent la dispersion des voix et que leur candidat ne soit pas au deuxième tour. Et que Enfin, ça ça a mal réussi aux gens de gauche en 2002. Oui, mais comme ce problème s'est moins posé par rapport à la gauche, parce que l'idée était déjà de dire qu'il allait y avoir une alternance automatique, ce que je n'ai jamais considéré comme une évidence. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'il se pose de tous les côtés. Il y a Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, les frondeurs de gauche, les frondeurs de droite, Emmanuel Macron qui crée un parti. Cette élection est assez indécise et très fragmentée. Oui, c'est vrai. Moi, quand je me suis déclarée le 21 avril 2016, le premier motif, c'est cette élection, elle ne sera pas comme les autres. À l'époque, on n'était absolument pas dans la configuration actuelle. C'est-à-dire que Juppé était sacré président, puis Sarkozy, il y avait Valls, Hollande était président sortant et allait nécessairement être candidat à nouveau. C'était pas du tout le même paysage. Et pourtant, il était prévisible que ça n'allait pas être une élection comme les autres. Pourquoi? Parce que, comme je disais, on arrive à la fin d'un système. Parce qu'il y a cette France-là qui a décroché et qui ne veut plus rien avoir avec tout ça. Parce que le monde a renouvelé ses dirigeants politiques, bien longtemps avant nous d'ailleurs. Et parce que sous l'effet de la triple crise démocratique, économique et existentielle, la France est à bout de ce cycle. Et donc, il ne pouvait y avoir que des bouleversements dans cette élection. Le Pen, oui, alors Le Pen, c'est le chiffon rouge qu'on agite effectivement depuis 15 ans maintenant, depuis le séisme du fameux 21 avril, date à laquelle d'ailleurs j'ai choisi de me déclarer, pour éviter les candidatures, pour empêcher les candidatures, pour amener les candidats à se retirer, pour tuer le pluralisme démocratique. Ça fait des années qu'on nous dit, retirez vos candidatures, il y a un risque Le Pen deuxième tour. Tout le monde se retire, il n'y a plus que très peu de candidats, et pourtant, Le Pen perd, passé de 16%, 17% à 30% aujourd'hui. C'est bien que le pluralisme démocratique n'est pas responsable de la montée du Front National. Et peut-être même que parce qu'on empêche le pluralisme, le Front National augmente. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas contents, qui ne veulent pas du système politique traditionnel, n'ont d'autre choix que de voter que pour le Front National. Et donc l'idée, c'est de dire, non, il n'y a pas que le Front National, il y a d'autres formations politiques, citoyennes, d'autres candidats pour protester, vous pouvez voter, mais vous pouvez aussi voter par choix, parce que ce genre de deuxième tour, ne vous faites pas d'illusions, les deux partis classiques veulent ce genre de deuxième tour, parce que c'est facile en face, Front républicain, et puis il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour être élu par 80% des Français. Mais la prochaine fois, ce ne sera pas à 80%, et j'ai même de plus en plus la certitude que ce qui pouvait être impossible hier peut devenir probable. Vous pensez qu'à terme, les Républicains et le PS peuvent disparaître derrière l'éclosion de partis comme le vôtre, comme celui d'Emmanuel Macron? Moi, je crois que le pays, la démocratie, a besoin des partis politiques. Je ne rejette pas les partis politiques en soi, tout comme les syndicats. C'est le dévoiement du fonctionnement des partis qui pose problème aujourd'hui. Je ne concours pas dans cette élection pour témoigner, pour mon ego, pour passer à la télé, parce que je ne suis pas contente. Je me présente parce que je veux gagner cette élection présidentielle. Et je ne suis pas sûre que si je souhaitais juste témoigner, j'aurais fait tout ce que j'ai fait depuis 2 ans pour être en situation d'être candidate. Il suffisait d'aller dans une primaire. Une primaire, vous n'avez pas besoin d'avoir un projet très substantiel, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Vous pouvez passer des accords pour éviter d'avoir les parrainages, d'avoir les chercher. Et vous faites 1%, et vous négociez un poste, et vous devenez ministre dans le gouvernement. C'était la voie de la facilité. Mais je n'ai pas choisi cette voie, d'abord parce que je ne peux pas m'inscrire dans un camp politique, et ensuite parce que je crois que, d'abord, les primaires sont une tradition américaine, ça n'a rien de français. On oblige les candidats au lendemain du premier tour à dire l'inverse de ce qu'ils ont pensé pour gagner, histoire de convaincre l'autre moitié du pays. Et puis les primaires, oui, je pense que la seule primaire, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Donc directement au premier tour, pour donner aux Français la possibilité de choisir.
Comme vous le soulignez vous-même, en effet, on arrive à la fin d'un système. Et d'ailleurs, on constate que le vocable de votre programme est assez révolutionnaire, puisque vous parlez de tiers des États, d'une aristocratie d'État, d'un dialogue social confisqué, du pouvoir au peuple. Et en même temps, d'un autre côté, vous qualifiez votre projet d'économique, entrepreneurial, gaulliste, avec un vieux fond radical. Est-ce que si vous vous posez comme, si vous vous montrez comme une centriste qui veut renverser la table, vous n'avez pas peur de faire peur aux électeurs du coup? Non, parce que c'est mon identité, c'est ma signature politique, j'ai toujours été comme ça. Et je crois que c'est important d'être fidèle à ce qu'on est, de ne pas se grimer en autre chose. Je crois que cette élection de 2017 sera celle de l'authenticité. Tous ceux qui ont fait croire qu'ils étaient autre chose que ce qu'ils sont ont été battus. Si vous regardez bien, pas citer de nom, mais si vous regardez bien, ceux qui ont voulu changer de visage en cours de route, défendre des idées qu'on ne les avait pas vu défendre, des attitudes qu'on ne leur connaissait pas. Parce que les Français décryptent maintenant, ils voient tout. Donc ça ne sert à rien de bouger les lèvres pour dire quelque chose qui ne correspond pas à ce que vos yeux disent ou à ce que votre vie politique exprime. Donc ces mots-là, ce sont les miens parce que je les ressens comme tels. Parce que je pense honnêtement qu'on a besoin aujourd'hui d'un projet de transformation radical. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut du désordre. Je suis un administrateur du Sénat. Donc, je suis quelqu'un, je suis très structuré, j'ai été membre du gouvernement, j'ai représenté la France sur la scène internationale et je peux vous dire qu'il faut une certaine discipline. Mais je pense honnêtement que si on continue comme ça, le pays le pays déjà ne se reconnaît plus. Les Français sont malheureux parce qu'ils ne se reconnaissent plus. Ils sentent bien que c'est un pays en voie de banalisation. Et ça, c'est insupportable. Et ça appelle une vraie réaction. Ce n'est plus le temps des gestionnaires. Et ceux qui ont été à l'origine des problèmes, ils ne peuvent pas faire partie de la solution. Et c'est le cas de plein d'acteurs actuels de la vie politique. Moi, je considère qu'à un moment où le monde change ses dirigeants, et il y a plusieurs générations quand même de dirigeants qui ont été changés dans différents pays. En Espagne, on a vu en Angleterre, pardon, on a vu se succéder plusieurs générations de jeunes dirigeants, les Miliband, les Blair, les Cameron. Et nous, qu'est-ce qui se passe? En Espagne, pareil, on a vu les Aznar, on a vu surgir jusqu'à aujourd'hui les Podemos, et en France, rien ne bouge. Aux États-Unis, on a vu Obama faire 2 mandats, une femme gagner les primaires démocrates aux États-Unis. Bon, Trump, on aime, on n'aime pas, mais c'était une manière de bousculer l'establishment. Tsipras, Matteo Renzi, je veux dire. Et en France, nous serions donc bloqués dans un système effectivement aristocratique parce que la vie... Vous savez, si l'un d'entre vous a envie de faire de la politique, expliquez-moi comment vous allez faire. C'est-à-dire, comment on fait quand on est un jeune homme ou une jeune femme qu'on veut s'engager en politique parce qu'on rêve d'être président de la République un jour? On était comme ça sur ce pôle. On rêvait de faire de la politique. Maintenant, d'abord, ils ont moins en moins envie d'y aller parce que ça ne donne pas envie. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez taper à la porte de l'UMP ou du Parti Socialiste et puis coucou, c'est moi. Vous savez ce qui va se passer? D'abord, on va vous diriger. Vous allez quitter Solferino où je crois que l'UMP et les Républicains sont rue de la Convention, rue de Vaugirard. On va vous envoyer dans votre fédération locale. Je suis pas l'UMP. Non, mais je parlais. Non, mais j'aurais pu regarder Mademoiselle, mais c'était vraiment pas. On va vous envoyer dans votre fédération de votre département. Là, si c'est ouvert, on va vous demander d'aller coller des affiches, distribuer des tracts, Fillon est victime d'un complot. Hein, vous allez faire ça. Et puis ensuite, vous allez peut-être avoir la chance d'aller dans un meeting, donc prendre le car et puis agiter les drapeaux. À un moment, vous allez me dire, il y a les élections législatives qui arrivent, j'aimerais bien être candidat dans ma circonscription. Les ennuis commencent parce qu'il y a un sortant qui est là depuis 3-4 mandats. Et puis il n'a pas envie de lâcher l'affaire, ou peut-être que si, il va falloir parce qu'il y a le non-cumul des mandats, mais il va mettre son assistante parlementaire, son épouse, en tout cas il faut que l'indemnité reste en famille. Donc à partir de là, vous allez vous présenter en dissident, vous allez dire bon j'y vais quand même parce que vous êtes courageux, hein, vous avez envie, vous voulez bousculer le système, donc vous allez y aller, vous faire un emprunt bancaire,
allez vous fabriquer vos troupes, hein, parce qu'il va bien falloir des gens pour tracter avec vous, faire votre petit programme, etc. Et puis ensuite, vous allez être exclu du parti, parce que vous êtes dissident. Et puis, si vous avez la malchance de perdre, eh bien, votre vie politique s'arrêtera là. Et on vous aura dégoûté de l'engagement public. Ça, c'est pas possible. Oui, mais quelle serait votre réaction si, par exemple, en France, il y avait quelqu'un qui se présentait, qui sort de nulle part, qui n'a jamais fait de politique, je sais pas, qui était patron des Miss Monde avant, patron des Miss Univers comme Donald Trump avant, quelle serait votre réaction bienvenue. Bienvenue, très bien. Il faut de la mobilité. Moi, je me bats contre toutes les rentes. Les rentes politiques où il s'agit de considérer les mandats comme des baronnies, les fiefs, les chasses gardées, parce que je demande de l'innovation, de la diversité, de la mobilité dans le milieu politique. Les rentes économiques aussi, je pense qu'il faut être disruptif par rapport à ça, au nom de l'innovation. Toutes les rentes dans un pays comme la France ne peuvent suffire à faire un pays innovant. C'est un pays en déclin. Et donc, effectivement, s'il y a de nouveaux arrivants, jeunes ou moins jeunes, parce que, comment vous dire, la jeunesse c'est pas une question d'âge, franchement. Il y a des jeunes qui ont 35 ans dans le milieu politique, mais ils n'ont fait que ça. Et je peux vous dire qu'ils sont des gros professionnels politiques. Et donc, quiconque veut venir, vient. Moi, je pensais, en entrant en politique à l'époque, il y a 10 ans, qu'il allait y avoir toute une génération qui allait arriver, mais on a fermé la porte derrière moi et on a fait en sorte de la poncer sur mon pied. C'est-à-dire qu'on est toléré quand on arrive en politique et il faut se battre. C'est peut-être pour ça qu'on m'a très vite qualifié de rebelle, de rétive à l'autorité. C'était pas du tout de la rébellion, c'est que c'est un milieu dur, pour tout le monde, y compris les hommes, mais quand qu'on ne correspond pas à un profil de l'homme politique classique, ça devient une épreuve. Et il faut d'abord gagner le respect. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous arrivez, on dit vous êtes là pour de mauvaises raisons. Vous êtes là pour colorer la photo. Et il faut se battre contre ça. Et montrer qu'on est là, pas pour être une caution, mais parce qu'on a une mission à accomplir. Et j'ajouterais pour finir, moi je ne me suis pas rentrée en politique parce que je passais par là et on m'a dit, ah bah tiens, il nous faut un symbole de la diversité, venez rentrer au gouvernement. C'est pas comme ça. C'est moi qui ai écrit pour y aller. Ensuite, ils n'ont pas voulu de moi au gouvernement. J'ai dû faire campagne pendant des mois pour expliquer aux uns et aux autres qu'il fallait que j'y sois. Et donc, ce n'est pas l'histoire qu'on raconte, voyez. Vous êtes prête donc à accueillir les nouveaux venus et en même temps vous soulignez très souvent, notamment par rapport à Macron, ça y est, le mot est lâché, que vous avez fait la politique et que lui connaît quand même beaucoup moins. Alors du coup, est-ce que vous pensez que finalement il faut avoir une expérience politique antérieure pour briguer la présidence ou non ? Bah oui, quand même. C'est-à-dire que moi, attendez, on a le droit de venir en politique. Moi, je veux ouvrir la porte pour qu'un maximum de personnes viennent inonder le milieu politique de leur regard, de leur expérience, de leurs compétences. C'est hyper important. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on est jeune et qu'on est nouveau, ça fait pas un programme. Après, que la battle commence. 2 ans à l'Élysée et 2 ans à Bercy, ça suffit pas. Comment ? 2 ans à conseiller à l'Élysée et 2 ans à Bercy. Non, mais c'est-à-dire qu'on a quand même le droit de critiquer, non ? Ou on doit... Bon, alors, donc, on arrive en politique, félicitations, bienvenue, bravo, mais maintenant, voilà, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. Et on veut le programme, on veut savoir comment l'État islamique, l'armée française, qu'est-ce qu'on fait, tout comme dans un monde dangereux. On va en parler. Voilà, donc c'est 2 choses différentes. Moi, je veux de la mobilité, je ne veux surtout pas, la fermeture, et je me suis battue partout, dans tous les endroits où j'ai été, faire monter des jeunes. Certains aujourd'hui ont même plus de mandats que moi, alors que c'est moi qui les ai fait entrer en politique. Et ben, je suis très fière de ça. Mais je pense que pour la présidence de la République, c'est pas le temps de présence, c'est l'expérience. C'est 2 choses différentes. Justement, on va parler de votre programme, notamment votre programme économique. Il affiche 3 priorités qui sont la démocratie collaborative, la réforme de l'État
et la réconciliation des Français. C'est assez large, mais sur le plan économique, vous prônez en même temps un programme économique très ouvert, c'est-à-dire sur les initiatives locales, la promotion de l'économie solidaire et collaborative. Vous voulez favoriser l'expérimentation de mesures économiques et sociales par fragments, par secteur, notamment sur le revenu universel. Et en même temps, vous prônez également la suppression des 35 heures dans le secteur public pour établir la durée légale du travail à 39 heures, la baisse de l'impôt sur les sociétés à 22%, ou alors une mesure qui est assez novatrice, on doit bien le reconnaître, qui est un dispositif zéro charge pour les premières embauches. Et ces trois dernières mesures sont finalement assez libérales. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction entre des mesures qui sont très locales, qui sont orientées vraiment vers le secteur privé et vers le secteur collaboratif et vers les individus, et d'autres mesures qui sont vraiment libérales et beaucoup plus orientées vers le marché et les grandes entreprises? Je ne vois pas où est la contradiction en fait. Oui, mon programme économique est libéral parce que je le revendique comme tel. Libéral, ça veut dire quoi? Ça dépend ce qu'on met derrière. Moi, d'abord, je le suis par définition. Je viens de la famille des droits de l'homme. C'est une liberté politique, c'est le libéralisme politique. D'abord, les libertés individuelles, collectives, la liberté d'expression. Tout ça, c'est un capital humain historique important. C'est la Révolution française, c'est la tradition du progrès, des Lumières. Et ça a une traduction économique qui apparaît en France comme un gros mot, mais qui est réel. Moi, je suis pour la concurrence parce que je refuse les rentes, tout simplement. Ça, c'est une philosophie de vie que je vous décrivais tout à l'heure, en politique comme en économie. On a besoin de grandes entreprises, mais moi, je considère qu'un monopole a vocation à être contesté. Et je considère que cela passe par donc la reconnaissance de l'innovation. L'innovation à tous les étages. Donc, de fait, l'économie collaborative, en effet, je fais partie des rares dans ce système politique à défendre l'économie collaborative pour des tas de raisons, parce que je considère que c'est une révolution culturelle, parce que je considère que cela bouleverse notre mode de vie, l'organisation du travail, cela bouleverse le pouvoir d'achat, la transition écologique, et c'est une nouvelle espérance, et je ne réduis pas ça pour disqualifier cette économie à ce qu'on a grossièrement appelé l'ubérisation. Ce n'est pas vrai. Et donc, on le trouve dans des tas de domaines, le logement, la santé, les transports, etc. Et je trouve que c'est une évolution naturelle de la société. Et par exemple, dans le conflit qui a opposé les VTC et les taxis, moi, je veux dire, je n'ai pas compris ce qu'on a voulu faire. On a quand même un monopole qui réunit toutes les compagnies de taxi en une, et puis qui ont un problème de licence lié à l'existence de ce monopole, qui a fait qu'il y a une pénurie de taxis dans le pays, et à Paris en particulier, qui est le nombre est le même que dans les années 30. Et en face, on voit arriver le système des VTC qui crée de l'emploi moins cher. Et on voudrait tuer cette nouvelle économie. Pourquoi voudrait-on étouffer tout ce qui fonctionne? Ça a donné des emplois aux jeunes. Mais en revanche, je fais bien la différence entre les travailleurs et les compagnies elles-mêmes. Et là-dessus, je dis très clairement que ni les taxis, ni les chauffeurs, les travailleurs indépendants ne doivent être des esclaves. Et qu'au contraire, ces grosses compagnies doivent assumer leur part en termes de droits sociaux pour leurs travailleurs. Donc ça, c'est une chose, c'est un élément très important de mon programme économique. Le deuxième, c'est l'objectif plein emploi. Ça, c'est un gros mot aussi, qu'on n'emploie plus en France, comme si on avait renoncé, en fait, au plein emploi. Donc on dit le revenu universel, donc payer les gens à rien faire, pardon, hein, je résume. Mais en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on va inventer 700 € qu'on va donner à tout le monde. Parallèlement à ça, vous avez les mêmes qui vont vous proposer la légalisation du cannabis. Je ne fais pas de lien entre les deux. Mais moi, ça, c'est pas un modèle économique pour moi. Un modèle économique, c'est on crée des secteurs d'activité. Et il y en a plein. On a parlé d'économie collaborative, mais il y a aussi les emplois verts. On va avoir des plans d'installation paysanne, les emplois d'accompagnement pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées en situation de dépendance, pour la petite enfance, pour les enfants scolarisés. Tout ça, c'est des gisements d'emploi. Et le plein d'emploi, c'est possible parce qu'il y a TD Carmonde qui teste les territoires zéro chômage, par exemple. À Pipriac, en Ille-et-Vilaine, mais pas seulement. Mais c'est assez novateur, ça, dans votre programme, où vous vous dites qu'il faut travailler par secteur, par zone, et que certaines mesures méritent d'être testées, par exemple dans un département, pendant quelques mois, quelques semaines.
Et que si ça marche, c'est le cas du revenu les temps universel. potentiels. Comme on ne parle pas de la même chose, que aussi bien les libéraux, les verts, l'extrême gauche, tout le monde est pour le universel, mais seulement ils ne disent pas la même chose. Donc, moi je ne suis pas favorable au principe, mais je dis, si on y tient absolument, évitons les dégâts définitifs en testant cela sur une partie du territoire, sur une population donnée et sur une période donnée. Et on voit ce que ça produit. Et on teste différents scénarios. C'est une mesure constitutionnelle, ça, de tester différentes solutions L'expérimentation existe dans la loi, oui. C'est quelque chose qu'on peut faire pour éviter justement les dégâts irréversibles. Mais les gisements d'emploi, cette question est importante. C'est-à-dire qu'on crée de l'activité, qu'on ne se contente pas de partager la pénurie. Quand j'entends comment dire, ces interventions politiques autour du site de Belfort, Alstom ou Florange, moi j'ai de la peine parce que les pauvres salariés en question, on leur ment, on ne sauvera rien du tout. Le système économique est comme ça, il y a des commandes des fois, et puis donc il y a des emplois, et puis des fois il n'y a pas de commandes, donc il n'y a pas d'emploi. Et ça fonctionne comme ça. Et mentir aux salariés en disant on va sauver Alstom, on va sauver le site de Belfort, en commandant artificiellement des TGV à la SNCF qui a déjà des problèmes financiers et qui va se retrouver avec les TGV sur le bras dont il n'a pas besoin, c'est à la fois mettre en danger Alstom et mettre en danger la SNCF et ses salariés. Et en plus, on ne va pas remplir les carnets de commandes d'un coup de baguette magique. Exactement, c'est ce que je dis. On ne peut pas commander artificiellement des TGV pour Alstom pour faire travailler des salariés qu'ils devaient licencier pour leur permettre de garder leur emploi pendant quelques mois. Ça ne va rien donner, ça. En revanche, il aurait fallu anticiper par la formation, par le reclassement, par la reconversion et surtout penser l'avenir avec ces nouveaux gisements d'emplois qui existent et dont on ne fait rien parce qu'il n'y a pas d'action et qu'on ne me fasse pas croire que l'État crée des emplois. Un État ne crée pas d'emplois. Ce sont les entreprises qui créent des emplois. Enfin, l'État se met à créer des emplois artificiels, mais qui ne peuvent pas être considérés comme relevant du champ économique. Et la France est malade de ça. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, moi je suis pour une économie concurrentielle, non pas au nom des gros, c'est ça la différence avec d'autres, mais au nom des petits. C'est-à-dire des PME, des TPE, de ceux qui contestent les systèmes oligopolistiques ou monopolistiques et qui, par cette contestation même, sont des acteurs de l'innovation. Les fintech, je pense qu'il faut les encourager face aux grosses banques qui sont dans un système de too big to fail qui est mortifère pour la finance internationale. Je pense qu'il faut développer le financement participatif pour permettre, par exemple, aux agriculteurs d'avoir des prêts bancaires qu'ils n'arrivent pas à obtenir par ailleurs. Voilà ce en quoi je crois. Je crois à ce qu'aurait dû toujours être l'économie française comme internationale, et pas un vaste bloc tenu pareil en matière agricole. Ceux qui contrôlent l'agriculture mondiale, Monsanto et Coca-Cola, ne sont pas ceux qui produisent la nourriture mondiale. La nourriture mondiale est produite à 90% par des petites fermes. Ça aussi, ça pose un problème. L'agriculture française est également très réglementée par l'Europe. Encore, comment en est-on arrivé à empêcher nos agriculteurs de vivre du revenu de leur travail? Par quel mécanisme économique en est-on arrivé à considérer que ce qu'ils devaient produire devait faire l'objet d'une subvention PAC pour leur permettre d'atteindre un seuil de revenu? Ça n'a aucun sens. C'est la fixation des prix au niveau. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans un système de concurrence faussée en Europe. On ne respecte aucunement les principes concurrentiels, parce que sinon on n'aurait pas de tel mécanisme de régulation qui ne régule d'ailleurs rien, puisque ce système a mis notre agriculture française, qui fut un jour la première du monde, l'a mis à genoux. Et donc au moment où dans une semaine nous allons ouvrir le salon de l'agriculture, moi je dis, enfin, la PAC n'aurait jamais dû exister. Et de toute façon, comment ça peut marcher avec des écarts de SMIC en Europe de 1 à 14? Ce n'est pas possible. Et le système des travailleurs détachés, c'est le coup de grâce à cause de ces inégalités de salaire minimum. Et l'Allemagne, notre partenaire historique, l'Allemagne, nous a planté le dernier clou sur le cercueil. En n'ayant pas de SMIC, ou en le mettant très tard, je ne suis même pas sûre qu'il l'ait encore fait, en allant s'approvisionner en main-d'œuvre chez les travailleurs de l'Est, pour 2 euros, 3 euros pour produire la viande, pendant que nous, on n'est pas capable. Regardez, on est quand même la première puissance laitière en Europe et on importe 20% de notre lait. Et il y a 25 000 fermes qui sont chaque année en train de fermer, de fermes laitières. Est-ce qu'on peut m'expliquer par quel phénomène absurde on est arrivé à cette situation?
par le phénomène de fixation des prix par Lactalis. Et donc ça, c'est une entreprise privée qui fixe les prix. On est arrivé à cette situation parce que quota laitier, parce que PAC, parce que subvention, parce que tout ça. Mais où est l'économie dans tout ça? Expliquez-moi, où est l'économie? Et pourtant, tout ça est mis en place par les plus grands économistes européens. On met tout ça sous l'angle de la concurrence européenne. Il n'y a pas de concurrence européenne. Il n'y a pas de concurrence européenne. Pour ça, on commence par l'harmonisation déjà. Quitte à faire une Europe à 2 vitesses. Mais on ne laisse pas... c'est pour ça, moi, j'ai dit, il faut une TVA majorée pour les produits agricoles importés de pays qui ne respectent pas les mêmes normes que nous et qui ont un SMIC différent de nous. Parce que nos agriculteurs sont en concurrence, ils ne peuvent pas tenir, ils peuvent pas suivre. Donc on remet un peu de justice, mais PAC, à mon avis, enfin, je ne dis pas qu'il faut supprimer la PAC, je pense qu'il en faut une autre, qui réponde à une logique plus économique que ce qu'on a là. Vous vous opposez donc vraiment clairement à ce qui existe maintenant, et en effet, beaucoup se rappellent sûrement vos coups de gueule au sein du gouvernement, puisque par exemple en 2007, vous n'aviez pas hésité à vous opposer à la venue de Kadhafi en France lors de ses visites officielles, en le dénonçant publiquement, comme l'a rappelé Angèle. Est-ce que si vous étiez présidente, il y aurait une discipline particulière dans votre gouvernement? Par exemple, si quelqu'un s'opposait à vous au sein de votre gouvernement, qu'est-ce que vous feriez? Je lui montrerai la porte, évidemment. Soit on est d'accord, soit on la ferme, c'est ça? Comment? Soit on est d'accord, soit on la ferme. Enfin, soit on la ferme, soit on sort plutôt. Non, mais je veux dire, je suis élu, j'ai un mandat. C'était un peu la politique dans le gouvernement Sarkozy. C'était soit on la ferme, soit on sort du gouvernement. Non, il n'appliquait plus ce pourquoi il avait été élu. C'était ça le problème. Je voulais qu'on reste. Il avait dit sur les tribunes, nous allons être le pays des droits de l'homme à nouveau, accueillir les femmes opprimées, défendre un certain idéal, humaniste, etc. Et puis je voyais défiler des tas de gens qui ne correspondaient pas forcément à cela, tout ça contre des contrats. Donc, bon, maintenant tout ça c'est du passé. Voilà, ça fait partie de la vie politique. Mais moi, si ma politique étrangère, si j'étais présidente demain, d'abord, je ne commence pas par aller en Allemagne. Non, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas exactement? Parce qu'ils reviennent en général complètement, comment dire, transformés. Merkelisés. Comment? Merkelisés. Oui, merkelisés, c'est encore là. Mais je prends acte déjà de la nouvelle cartographie internationale. L'agenda international n'est plus détenu, hélas, par les pays du Nord, mais par les pays du Sud. Je commence par un pays du Sud. Si ça vous dérange pas, on en parlera un tout petit peu plus tard. Oui, si vous voulez. Ouais, merci. D'accord. Je vais respecter la discipline. Mais là, on aimerait vous poser des questions sur votre vision du spectre politique français dans les années à venir. Vous présentez votre discrétion comme un atout, notamment après le Penelope Gate, puisque vous avez affirmé visiblement ça porte chance d'être sous les radars. Mais à force de passer sous les radars, est-ce que vous ne risquez pas de disparaître? Non, en fait, moi, je ne fais que répondre à des questions qu'on pose. Hein. Donc, je n'ai pas réclamé être... J'ai pas fait un axe de campagne d'être sous des radars. Puis j'ai réagi, moi, à cette affaire. Donc, non, j'ai subi. C'est-à-dire que j'ai subi. Au moment où je déclare ma candidature, le système politique, médiatique, en vérité, n'accueille pas bien. Et considère que j'ai rien à faire comme candidate à la présidentielle. Se demande qu'est-ce qui m'a pris, quelle mouche m'a piqué, qu'est-ce que je cherche, est-ce que je veux un poste, est-ce que ceci, est-ce que cela. Ils ont tout imaginé sauf la vraie raison de ma candidature. Et donc ils m'ont mis de côté parce qu'ils n'y croient pas. Et donc qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai pensé à Jacques Chirac, je suis allée faire du terrain, les Français. Et c'est pour ça que j'ai autant voyagé à travers le pays, dans les villages de France, à la rencontre de cette France, effectivement, qu'on oublie et qu'on méprise. Ici, c'était à Donzy-le-Pertuis, en Saône-et-Loire. Et parce que je voulais aller chercher ma légitimité là. Les médias ont leur chouchou. C'est comme ça. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Pareil que moi aussi, j'ai été chouchou. Mais ils acceptent que je sois chouchou, mais à ma place.
Je ne veux pas être à ma place. C'est quoi ma place? C'est pas sur le terrain? Comment? C'est pas sur le terrain, votre place? Ouais, c'est sur Ventouche, mais vous voyez, il y a un côté, je veux dire, toute ma vie, j'ai essayé de briser les plafonds de verre, de faire appel toujours de ma condition, de ne jamais être assigné à résidence, de toujours refuser les étiquettes, les cases. J'ai passé ma vie à traverser toutes les frontières. Et donc, pourquoi décideraient-ils, eux, avant que les Français aient voté, qui a le droit ou pas d'être candidat? Vous ne pensez pas qu'un jour, de manière très pragmatique, vous serez obligé de reformer quelques alliances et d'arrêter de marcher seul? Ah, mais je ne marche pas seul, je ne suis pas kamikaze, vous savez. Au moment où je me positionne dans cette campagne présidentielle, j'avais travaillé 2 ans auparavant à former un nouveau mouvement politique, pour ne pas être seul. Parce qu'il ne faut pas être seul en politique. Et moi, je ne suis pas seul, je mène un combat collectif. C'est celle certes, d'être une candidate anti-Le Pen, mais de faire monter dans les assemblées territoriales et nationales de nouveaux talents qui font autre chose que du carriérisme politique, c'est-à-dire le service de l'intérêt national. Et donc, pour cela, nous allons présenter aux législatives des candidats indépendants. Il en faut plus d'1 millier. Et pour cela, il a fallu donc réunir des mouvements existants aux côtés de la France qui ose. Au début, on est parti avec 5 mouvements. Là, notre objectif, c'est on va arriver à 15 ou 20, ça dépend des discussions en cours. Et donc, ce sont tous ces mouvements mis ensemble qui font ces milliers de personnes sur le territoire national. Celui qu'on a vu là à l'instant, Patrice Gobin, maire de Donzy-le-Pertuis, c'est mon délégué qui me représente en Saône-et-Loire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fallu construire un mouvement à partir de rien. Parce qu'en France, il y a 450 partis, il n'y a pas que ce dont on parlait. Et donc, ça veut dire que c'est un engagement durable. Et donc, non, je ne fonctionne pas seul, je suis dans un combat collectif. Et comme disait Victor Hugo, nous partîmes à 500 et par un prompt renfort, si ça vous dit. Chacun finira la phrase comme il souhaite la finir. Comment? Chacun terminera la phrase comme il Oui, souhaite je me la rappelle terminer. de la suite. Je sais qu'il y eut un prompt renfort. Nous 23 000. Comment? Nous 23 000. Quand même. On vise plus quand même parce que... Elle est littéraire. Donc. Comment? Vous voulez être candidat? Nous, si vous êtes candidat aux législatives, pour nous, on ne va pas vous faire que les affiches. Hein. C'est-à-dire, c'est vous qui mettez votre tête sur l'affiche. Donc, pour justement qu'on arrive à concrétiser toutes ces aspirations démocratiques, c'est important, voilà. Et il faut des jeunes aussi, et des jeunes à la tête bien faite. Donc, si vous pouvez contacter Clémentine, qui est par là, qui est responsable des jeunes avec Rama. Voilà. Ben justement, la parole peut parfois nous faire défaut, notamment en politique, puisque vous avez critiqué la disqualification de la parole et du système politique. Puisque vous dites qu'une grande partie de vos collègues, hommes et femmes politiques, vivent dans un monde parallèle. Mais du coup, vous, dans quelle mesure est-ce que vous ne faites pas partie de ce monde parallèle, puisque vous êtes quand même, vous avez fait beaucoup de politique. Oui, disons que je suis une invitée du système, qu'on tolère à peine, pour résumer. Invitée, parce que c'est une manière pour moi de vous dire que j'ai quand même mis le pied dedans. Je ne dis pas que je n'ai rien à voir avec eux. Mais j'ai été invitée parce que rien ne devait me prédestiner à, en tout cas sur un plan social, culturel c'est autre chose, mais en tout cas sur un plan social, à faire les mêmes études, et passer les mêmes concours et finalement être dans ces gouvernements-là. Ce que je veux passer comme message en fait, c'est qu'on n'est pas obligé de rester à la place où la vie vous a mise à l'origine. C'est un message extraordinairement républicain. Ce que je veux dire, c'est, je pense à Charles Péguy, à Orléans, qui se fait remarquer au primaire par son professeur Théodore Naudy, directeur de l'école normale, qui l'envoie dans le meilleur lycée d'Orléans, et il finira Normal Sup. C'est ça le rêve, j'allais dire, rêve français, l'équivalent du rêve américain. C'est qu'on pour nous avec ça. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, c'est pas, je ne dis pas qu'il y a le système d'un côté et puis les 100 grades de l'autre, et que ces deux mondes ne doivent pas se parler. Je veux que ce tiers d'État s'élève là où il le mérite, c'est-à-dire qu'il ait accès aussi au système. Donc, si on part de rien et qu'on est dans le système, on doit en être fier. Donc moi, je ne rejette pas. Au contraire, je veux qu'on l'intègre, nous autres aussi, pour qu'il ne soit pas de souche purement aristocratique, en étant représenté que par des héritiers, qui n'ont eu comme mérite
que leur naissance. Ça, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas républicain, parce que ce n'est pas français. Et ce message-là, il ne s'adresse pas seulement aux jeunes des quartiers populaires, il s'adressera à Kevin, qui est apprenti boucher en Saône-et-Loire. C'est parce que c'est la même situation qu'ils vivent. Et donc, il est très important qu'on soit encore dans la mobilité, dans ce qu'on a appelé l'ascenseur social. Marcel Gauchet disait il y a quelque temps, lui qui a connu ce même parcours que celui que je décrivais de Charles Péguy, ce qui m'est arrivé, ça ne peut pas arriver aujourd'hui à Fatoumata dans sa ZEP à Sarcelles. Ça n'arrivera plus. Parce que la carte scolaire fige les ghettos de riches et les ghettos de pauvres. Et ben, il faut briser ces carcans-là. Parce que c'est ça les plafonds de verre. Et ils sont à tous les niveaux, à l'école, même à la crèche, je dirais, hein, quand même. Ça commence très très tôt, cette affaire-là. Il paraît qu'il y a 200 maternelles d'où il faut être issu pour venir des grandes écoles. Donc, ça dit bien quelque chose. Et on n'a pas la liste. On n'a pas la liste, elle est secrète. Donc, il y a quand même un problème. Voilà, donc c'est ça que je plaide. C'est pour ça que je plaide. Mais on passe un peu, enfin, on passe au panoramique qu'on voulait vous faire du centre et de l'échiquier politique français. En préparant ce débat, on s'est intéressé à la formation politique du centre, qui, je crois, reste un peu obscure pour beaucoup d'entre nous. En 2010, vous avez suivi Jean-Louis Borloo au Parti radical, de centre droit, dont vous devenez vice-présidente en octobre 2011. Or, en 2012, Jean-Louis Borloo crée un autre parti de centre droit, l'UDI, formé de plusieurs partis, dont l'Alliance centriste, la gauche moderne, le Parti radical, Gay Lib, le Canal écologiste républicain, et la liste ne s'arrête pas là. Donc, Gay Lib, c'est moi qui les ai fait entrer. Ah ben bravo. Non mais moi j'ai rien dit. C'est une grande réussite. Le centre. Il faut qu'on le prenne, mais bon. Le centre n'est-il. C'était bien ou pas d'avoir fait entrer Gay Lib dans l'idée? Pourquoi pas? Oui. Je n'ai pas d'avis à porter, hein. Je suis là pour vous interviewer. Finalement, le centre n'est-il qu'une position politique, ou est-ce qu'il y a également une pensée politique autonome du centre? Parce que c'est tellement divers qu'avec plein de choses, on ne peut pas faire une chose. Le centre, là, c'est devenu ça y est, c'est un mouvement, on rentre dedans et puis on s'enfonce, c'est un triangle des Bermudes. C'est dommage. Voilà. C'est dommage parce que c'est une grande famille politique, une grande philosophie politique, une grande tradition française qui remonte, on ne va pas remonter trop loin, mais Clémenceau, Gambetta dans la tradition du radicalisme, Simone Veil, Jean Le Canuet, Chaban-Delmas aussi. C'est une famille politique qui a Jacques Barrot, qui a eu du sens, qui a énormément apporté à la vie politique française et qui malheureusement aujourd'hui n'est pas à la hauteur de cette histoire-là ni de ses militants, qui sont aussi des militants d'une grande qualité. Les militants centristes, ce sont des personnes dans l'engagement et fondées vraiment sur des convictions. Parce que s'ils voulaient juste faire carrière, ils iraient dans les deux grands partis. Donc ils veulent construire quelque chose. Et c'est pour ça que le contraste est saisissant entre cette histoire, ce militantisme et le résultat. Résultat, une absence dans les élections présidentielles, des petits partis disséminés partout qui n'arrivent pas à s'unir, des petits chefs, l'absence de projet politique, alors que toute la situation politique actuelle appellerait justement un centre qui redonne de l'oxygène. C'était le mot oxygène qu'on avait choisi avec Jean-Louis Borloo au moment où il s'est présenté à la présidentielle. Moi, j'avais rêvé qu'il se présente pour incarner cette aile de la majorité qui se voulait plus humaniste, plus écologique, avec un renouvellement des pratiques politiques. Il m'a proposé qu'on crée l'UDI dans cet état d'esprit-là aussi. Les deux fois, il est parti. Il a retiré sa candidature d'abord à la présidentielle, puis ensuite de l'UDI, il a quitté. Moi, il ne restait plus rien qui justifiait, qui restait fidèle, qui était fidèle à l'esprit de ce qu'on voulait faire. Donc il n'y avait plus de raison d'y rester. Moi, j'ai porté plainte contre un parti politique. C'est pour ça que j'en ai été exclue. C'est ma Légion d'honneur. Qui dans le système porte plainte contre le système? J'en connais pas deux. Fillon n'a pas porté plainte contre Copé. Royal n'a pas porté plainte contre Aubry. Je crois qu'il le regrette un peu, François Fillon, de ne pas avoir porté plainte. Non, mais après, ça va vite en ce moment. Mais il s'était relevé. Puis bon, mais je pense que vous voyez, c'est des actes. On pose des actes. Voilà, c'est des actes que j'ai posés.
Je ne fais pas carrière, sinon je n'aurais pas fait tout ça. Je serais restée effectivement très disciplinée, obéissante, et j'aurais accepté les têtes de liste aux législatives qu'on me proposait. C'était pas ça mon but. Moi, je suis en mission. Je suis pas en carrière. À côté de ça, de tout cet engagement politique, j'ai une vie professionnelle. Et pourquoi je veux vous dire ça? Parce que le renouvellement politique, c'est un prix. Il faut pas nous laisser tout seul. C'est-à-dire que c'est pas la majorité qui veut le renouvellement dans le système. C'est des minorités. Et on leur coupe la tête très très vite. Et donc c'est peut-être pour ça qu'effectivement mon parcours n'est pas linéaire comme ça, comme celui de Valérie Pécresse, Nathalie Kouchko-Morizet, Laurent Wauquiez. Ce sont des gens dont les pères, les mères, les grands-parents leur ont légué l'engagement politique. Moi je suis challenger, je suis outsider. Donc je tente, j'essaye, j'expérimente. Et donc j'essuie les plâtres. Votre père faisait quand même de la politique? Pas du tout, non. Non, mon père ne faisait pas de politique. Non, mais Wikipédia, il faut vraiment que je corrige. Mais j'ai du mal à corriger. Si vous savez comment on fait pour corriger tout ça, vous me direz. Mais mon père n'a aucun diplôme. Et c'est ma mère qui les a. Qui est spécialiste de choses. C'est des grands mots que je n'ose pas prononcer. Dedans, il y a civilisation gréco-latine, etc. Mais c'est mon père qui a... Est-ce qu'il faut un diplôme pour faire de la politique? C'est une bonne question. Théoriquement, non. Théoriquement, non. Mais... le système, quand vous leur ressemblez pas, vous allez subir un regard va vous faire sentir que vous n'en êtes pas, y compris par vos diplômes. Donc, il vaut mieux faire des études. Voilà. Donc mon père, il a été remarqué par les équipes de Senghor parce qu'il écrivait bien. Voilà. Il est devenu son secrétaire. Et puis parce qu'il travaillait bien. Il est devenu son secrétaire particulier, puis ensuite chargé de mission, puis ensuite il était conseiller à l'ambassade ici, du Sénégal, en France. C'est un modèle d'ascenseur social. Je n'ai jamais dit que, sur le plan culturel, j'étais Cosette. Hein. J'ai jamais dit ça. Et quand on a voulu m'associer à un symbole des cités, j'ai refusé ça. Alors j'y vivais. Alors après, il y a eu des accidents de la vie qui ont fait que toute cette histoire-là, allez... et on s'est retrouvés, on n'est pas passé du Sénégal à la cité. Hein. Il y a eu d'abord une petite résidence, et puis ensuite la situation sociale a basculé. Et là, je suis allée vivre dans un quartier populaire, avec tout le quotidien, etc. Mais je n'ai jamais voulu me présenter comme un symbole de la diversité et des cités en France. J'ai toujours refusé. Parce que je ne suis pas née en France, parce que ma mère était enseignante, parce que même si en France ses diplômes n'étaient pas reconnus, elle avait quand même dans sa tête les réflexes d'une enseignante qui savait qu'il fallait m'éviter certaines écoles. Et ça, c'était une différence avec les jeunes du quartier qui me fréquentaient. De fait, moi, je suis une enfant de l'école privée catholique. Comprenez? Ça fait qu'on ne peut pas dire elle est sortie du quartier, là, comme ça. Non. Je suis un peu hybride. Voilà. C'est ça la vérité de mon parcours. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. En revenant sur le centre, on voulait vous parler aussi d'un de vos grands amis, François Bayrou. Vous êtes très dur en plus à son égard, puisque vous expliquez qu'il ne sert à rien, parce qu'il a passé sa vie politique à détruire. Et vous semblez pourtant partager avec ce candidat potentiel, puisqu'on attend d'ici peu sa potentielle déclaration, une certaine expérience de la vie politique et également l'appartenance au centre. Donc en fait, en quoi n'est-il pas légitime à se présenter? Il peut se présenter et il peut peut-être le faire. Encore une fois, c'est comme Macron, c'est comme tous. Ils ont tous le droit de se présenter, tous d'être en politique. Je ne suis pas la gardienne du système qui tient la porte. Non, chacun peut se présenter. Ce que je dis simplement, moi je ne le connais pas, j'ai dû le rencontrer 2 fois. Quand on a créé l'UDI, d'ailleurs, j'étais favorable à ce que le MoDem fusionne avec l'UDI. J'avais dit à Jean-Louis Borloo, si on crée l'UDI, il faut qu'il y ait le Pérou dedans. Parce que tous ces centres dispersés, les Français n'y comprennent rien. Sauf que, ouais, ils ont essayé de faire un rapprochement, mais en fait, c'est des égos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le centre est dans l'état où il est, voilà les responsables. Il y a toute une jeunesse centriste qui aimerait que ce centre ne fasse qu'un avec un patron, un projet politique formidable. Mais regardez ce qu'ils ont fait. C'est ça que je reproche. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est leur héritage. Et je trouve ça dommage. Et puis j'ai pas compris, moi, un coup on est Hollande, un coup on négocie avec l'UMP la mairie de Pau tout en critiquant Sarkozy. Je sais pas, c'est pas clair.
Vous vous placez donc plutôt en dehors du système finalement, mais cependant vous semblez quand même avoir cédé à une certaine mode des hommes politiques, à savoir écrire un livre, puisqu'en décembre 2016, vous avez publié À l'instant de basculer. Donc, comment s'est passé finalement le processus d'écriture de ce livre? Et est-ce que vous pensez, comme Macron, que la littérature a un rôle à jouer en politique? Parce que vous avez fait une cagne. Ou alors, est-ce que c'était vraiment juste pour faire un peu comme tout le monde? C'est mon 7e livre. Et le premier, j'avais écrit avant même de m'engager en politique, c'était en 2005, sous pseudo d'ailleurs. Enfin, après, j'ai dû mettre mon nom, puisque. Mais c'est le plus petit, mais c'est peut-être l'un des plus importants. À l'instant de basculer fait référence à 2017. J'ai la conviction qu'on est dans une année de basculement. Et plus qu'une année, un nouveau cycle. Et qu'au moment de basculer, il faut rappelons-nous qui nous sommes. Et qu'est-ce que votre livre apporte de plus par rapport à votre programme? En fait, le programme m'est apparu comme un catalogue de mesures. Et, parce qu'il y avait 250 mesures. C'est pas évident à lire. Non. C'était un travail d'expert très long, qui a duré longtemps. J'ai soumis à votation sur le net. En allant dans les villages, j'ai soumis aux élus de proximité pour qu'ils améliorent, ils enlèvent, ils ajoutent. Bon. Et il faut faire un programme, c'est vrai. Et effectivement, 250 mesures, ça peut faire un peu massif. Et, voilà. Et je voulais en fait expliquer ma vision, le cap, l'ambition, à travers un écrit peut-être plus accessible. Vous ne pensez pas que, quand vous dites à l'instant de basculer, c'est un peu une rengaine usée de trouver que le monde va basculer tous les 30 ans, ça revient, l'économie mondiale s'est effondrée, l'économie sociale ne va pas bien non plus. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu usé de dire qu'on va tous basculer? Non, ce titre que je trouvais très romanesque, c'était pas le titre initial, c'était Résistons. Ça, c'était banal. Et puis résistons, c'était passif, on résiste puis on bouge pas. Je trouvais ça un peu, je sais pas, il manquait un truc. Et en fait, dans une phrase très banale du livre, il y avait marqué au milieu d'une phrase, à l'instant de basculer, je dis ah, c'est ça le titre. C'est vous qui l'avez intégralement écrit, ce livre? Bien sûr. Bien sûr, mais je suis aidée pour tout, de toute façon. Moi, je fais rien toute seule, vous savez. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de comprendre que cette année-là, elle est spéciale. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle n'est pas loin de prendre le pouvoir. Il y avait une condition depuis 30 ans qu'on énonçait, savoir si elle était capable de gagner, c'était l'effondrement de la droite. C'est la condition pour que Le Pen arrive pas. Effondrement de la droite, puis éclatement en deux. Une partie des cadres qui va vers elle, une autre qui reste républicaine. Cette élection, si ça continue comme ça, les circonstances seront très très favorables. Voilà. On va maintenant passer au petit jeu des mardis. C'est traditionnel à chaque débat. Alors on vous demande de répondre sans concession, comme vous faites depuis le début. La première question est la suivante. Quel serait votre livre de chevet? Plutôt le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, qui dénonce le colonialisme, cette honte du XXe siècle, parce que finalement, la colonisation, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Deuxième proposition, Astérix le Gaulois, parce que vous aussi, vos ancêtres étaient Gaulois. Troisièmement, l'identité malheureuse d'Alain Finkielkraut, tout de même plus réaliste que l'identité heureuse d'un autre Alain. Si je n'étais pas candidate à la présidentielle, je vous dirais le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Et comme vous êtes candidate, ça vous oblige Je à faire de la langue de Astérix. bois. Hein? Comme vous êtes candidate, ça vous oblige à faire de la langue de bois et lire autre chose? Non. Non, je sais ce que je pense du colonialisme, je l'ai exprimé, je l'ai écrit dans un bouquin. Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. Mais c'est pas le moment d'exposer ça. L'état d'âme personnel, ou même mon histoire particulière. Parce que je veux porter un projet de réconciliation nationale. Je vous ai parlé des villes et des campagnes. Je veux aussi vous parler des communautés et du reste du pays, de ceux qui ont des ancêtres gaulois et ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il y en a d'autres qui sont fils et petites filles de tirailleurs, c'est mon cas. Je veux réunir les fils d'une nation qui est déconstruite. L'enjeu, là,
c'est pas les 35 ou les 39 heures, le revenu universel ou pas. L'enjeu, c'est rebâtir une nation. Une nation fracturée, à tout point de vue, entre générations, entre territoires, entre religions, entre identités, entre communautés. La crise existentielle vient de ça. Et donc, parce que je veux être en situation de responsabilité, mon objectif, c'est de participer à qu'on rebâtisse une nation. Et je sais que j'amènerai bien des Français, à ceux qui ne le pensent pas, à comprendre que le colonialisme était un crime, autrement que par l'injonction. L'injonction a déjà été essayée, ça n'a pas marché. C'est ainsi que la loi Taubira sur l'esclavage, par exemple, loin d'unir le pays, moi j'aurais voté une loi comme ça, à chaque fois les cérémonies se passent uniquement entre les gens de la communauté noire. Voilà, au palais du Luxembourg, au jardin du Luxembourg. C'était pas le but. Ils sont déjà convaincus. Le but, c'est d'amener le reste du pays à comprendre pourquoi l'esclavage fut un crime. Pourquoi une partie du pays a eu du mal à se sentir français. Pourquoi, à travers les discriminations, il y a une longue histoire qui date d'il y a plusieurs siècles, et qui remonte jusqu'à l'esclavage. C'est ça qui m'intéresse d'arriver à comprendre. C'est comme ça qu'on bâtit une nation, mais pas en lançant. C'est tellement facile. Moi, ce serait tellement facile pour moi d'affirmer comme ça. Et au fond, j'ai une sorte de radicalité à l'intérieur qui m'amènerait à revendiquer ce qu'a dit Césaire. Vous me jetez à la figure les kilomètres de route et de chemin de fer, moi je ne vois que les victimes de Congo-Océan. J'aimerais être dans ce discours-là, et je sais ce que je ressens, mais je dois être en responsabilité. Il y a une partie du pays qui n'a pas encore compris. Et donc il faut prendre le temps de cette pédagogie-là, dans un objectif, non pas de division, mais toujours et encore, de pacification. Et donc le livre que vous avez envie de lire ou de relire, ce serait lequel? Astérix. Astérix. Parce que Finkielkraut, là, c'est... Bon, avec lui, la France est morte, quoi. Voilà, la France est finie, on s'arrête. Non, c'est pas possible. Quand on fait de la politique, comme disait Mitterrand, on ne peut rien contre la volonté d'un homme, et je pense qu'on ne peut rien non plus contre la volonté d'un peuple lorsqu'il décide d'un nouvel élan, et Finkielkraut, il est dans le renoncement. Voilà. Donc, pour me détendre un petit peu, Astérix. Mais les ancêtres de Gaulois, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, le président Sarkozy, parce que moi, je vibre au souvenir du sacre de Reims, comme je vibre au souvenir du sacrifice des tirailleurs. Vous voyez? Et j'espère, en vous disant ça, que vous, un jour, vous pourrez dire la même chose. Il y a un truc entre nous, manifestement. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est bien ou mal, mais on réglera ça après. Ouais, du coup, deuxième question. Quelle femme politique vous inspire? Est-ce que c'est Michelle Obama, l'influente femme de l'ombre, Angela Merkel, la très sévère femme la plus puissante du monde, ou bien Meryl Streep, puisque l'influence n'est pas forcément là où on croit, que chaque citoyen a sa voix au chapitre? Sans hésiter, Angela Merkel. Parce que, bon, first lady, j'ai d'autres aspirations. Angela Merkel, parce que, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Allemagne, parce que je pense à l'intérêt de mon pays, donc voilà, l'Allemagne ne joue pas trop le jeu depuis quelques années, il n'empêche que cette femme-là aura marqué, définitivement, par son style, par sa longévité, parce que je pense que ces 10 dernières années, elle a été la personnalité politique la plus puissante du monde, tout simplement. Qu'elle a su porter l'Allemagne à un très haut niveau. Elle a su redonner confiance à un peuple. Après, quand même, toute cette période de la réunification, c'était pas évident. En plus, son parcours est spécial, singulier, elle vient de l'Est. Elle a fait son petit bonhomme de chemin sous les radars, sans vraiment susciter la méfiance. Elle est arrivée. Aujourd'hui, elle est menacée. Parce qu'à un moment donné, voilà, il y a l'usure du pouvoir. Mais ça, c'est une grande femme politique. Ouais. Troisième question. Vous avouez à qui veut l'entendre, notamment Combini récemment, dans le Fast and Serious, que vous appréciez Booba,
Alors, si vous deviez choisir une citation de Booba... Ah oui, vous avez choisi... J'ai dit ça? Ah oui, Non, attendez. Il y avait un choix à faire entre Booba Entre et Booba. quelqu'un d'autre. oui. Bah, vous avez choisi Booba. C'était Jacques Brel. Et Booba, à l'époque, quand vous aviez travaillé Sarkozy, vous a traité de collabo. Mais si vous deviez choisir une citation de Booba, ce serait... Il m'a traité de collabo, moi? Ouais. Oui, alors. Non mais... D'accord. Alors, tout le monde peut s'en sortir, aucune cité n'a de barreau, dans Game Over. Ou alors, j'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi, comme une étoile. Ou alors, je suis number one, premier de la classe, donc je ne copie pas, dans Caramel. Bon, c'est pas ses meilleurs, là. Si, comme une étoile, elle est bien. Si. Tout le monde. Oui, bon, la première, c'est la plus fidèle à ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Tout le monde peut s'en sortir, aucune cité n'a de barreau. 4e question. Pour votre slogan, la France qui ose, quelle était votre source d'inspiration? Ah mon Dieu, c'était si banal donc. D'HEC, apprendre à oser, ou bien le Paris qui ose d'Anne Hidalgo, ou enfin le Magicien d'Oz. C'est vrai que le slogan d'HEC, c'est apprendre à oser. Je savais pas. Si vous voulez, on va prendre celui de l'ESSEC. Non, j'ai dépensé à. Non, c'est quoi celui de l'ESSEC? C'est l'esprit pionnier. L'esprit. Ah, c'est pas mal ça aussi. Bien. D'audace. En fait, c'est venu comme ça en pleine nuit. On avait payé des tas de gens pour trouver un slogan, un truc. Et rien ne m'allait. Et puis voilà, c'est arrivé comme ça. Peut-être que je me suis réveillée, je dis, ah, j'ai trouvé. Ce sera l'audace. Merci. Alors, on va passer à des questions un peu plus sérieuses maintenant. Qui concernent... Mélenchon. Ouais. C'est Mélenchon. Qui concerne la politique internationale. Vous avez été secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et on aimerait... Enfin, pour Emmanuel Macron, on revient sur lui, je sais que vous ne l'aimez pas trop, mais on revient sur lui quand même. Non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Pour Emmanuel Macron, une élection présidentielle ne se gagne pas sur un programme. Et force est de constater aussi qu'une élection présidentielle ne se gagne jamais sur un programme de politique internationale. Et pourtant, toutes ces questions occupent une place majeure dans le débat politique actuel, de Donald Trump à la Syrie. Les questions de politique internationale n'ont plus qu'une place majeure. Notamment parce que, comme Edouard l'a dit, vous avez été secrétaire d'État chargé des affaires étrangères et des droits de l'homme et ambassadrice de France auprès de l'UNESCO. Et pourtant, à l'époque, pour Bernard Kouchner, la création d'un secrétariat d'État aux droits de l'homme a été une erreur parce que c'était incompatible avec la politique étrangère de la France. Est-ce que du coup, vous seriez prête, en tant que présidente, à laisser vos convictions morales au placard? Non, mais cette phrase, il l'a regrettée et elle lui a pas vraiment porté chance parce que les Français ont condamné cette sortie. On ne peut pas dire cela quand on a été Bernard Kouchner et on ne peut pas dire cela quand on est ministre des Affaires étrangères du pays des droits de l'homme. Bon. Mais en fait, il ne s'agit pas de séparer les deux, les intérêts et la morale, les intérêts et les valeurs. C'est plus compliqué que ça. Hein. Au fond, on peut tout à fait... Moi, j'avais les deux postes, d'ailleurs, les deux fonctions. J'étais à la fois affaires étrangères et droits de l'homme. Ce qui veut dire que j'allais la plupart du temps dans les pays pour signer des contrats commerciaux, y compris les pays où les droits de l'homme n'étaient pas forcément respectés. Simplement, sur des choses essentielles comme la liberté, le droit à la vie, il faut réagir, parce que là, c'est l'intérêt supérieur de la France que de défendre les droits de l'homme. Et puis, c'est une singularité française, c'est-à-dire qu'on attend de nous quelque chose, c'est comme ça. On a une tradition, on a eu un jour l'audace inouïe de dire cela, les hommes naissent libres, égaux en droit, aucun peuple ne l'a oublié jusqu'à aujourd'hui. Quand il y a eu les printemps arabes, ces principes qui ont été invoqués, quand on est aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, on attend de la France qu'elle défende une position singulière par rapport aux États-Unis ou par rapport à la Russie. C'est comme ça. Et c'est notre capital culturel, historique, et nous avons, notre génération à nous tous, comme devoir de préserver ça. Parce que qu'est-ce que serait la France sans son rang?
qu'est-ce que ce serait? Et c'est justement cette banalisation de la France qui, je pense, rend les Français malheureux. Et dans un monde où on a un axe Trump-Poutine qui est puissant, hein, et qui a ses petits télégraphistes un petit peu partout, y compris en France, et qui est marqué par le retour de tous les souverainismes. Brexit, retrait de la COP21, retrait de la CEDH, etc. La France est réellement, comme je disais l'autre jour, rappelée à ses devoirs. Et le premier de ses devoirs, c'est de reprendre un leadership moral sur le monde en défendant une vision universelle qui passe par la promotion des droits de l'homme, des libertés individuelles et collectives, de l'état de droit, de la démocratie, les arts, la culture, la francophonie, face à cet axe-là. Et de l'autre côté, vous avez aussi une espèce de marchandisation très américaine du monde, qui est une forme aussi d'uniformisation. Et la France, avec l'idée d'exception culturelle, peut véhiculer un autre type d'universel. En effet, c'est bien beau de rappeler tous ces droits de l'homme, mais pourtant Bachar el-Assad a accordé récemment une interview à TF1 et Europe 1 dans laquelle il explique qu'il n'a rien à faire de ce que les gouvernements occidentaux peuvent lui dire. Et vous avez dit de lui que c'était un boucher. Du coup, est-ce que si vous arrivez au pouvoir, votre première mesure de politique étrangère, ce serait de militer pour le départ de Bachar el-Assad? Il ne s'agit pas, quand on est président, de militer, mais d'agir. Donc, moi, je crois fondamentalement, il faut revoir cette coalition internationale. On est, comme pour le chômage, enfin, tout est comme ça. On est dans le renoncement. En permanence, voilà, on n'a pas de travail, donc on va partager la pénurie, on va faire les 35 heures, on va faire le revenu universel, l'école, ça ne marche pas, bon, on va tirer tout le monde vers le bas. La politique étrangère, bon, on ne sait pas comment faire, il y a Bachar, il y a l'État islamique, donc entre la peste et le choléra, on choisit le moins pire. Est-ce que vous considérez qu'il y a une troisième voie possible entre Daesh et Bachar el-Assad? Parce que lui, il a 300 000 morts sur la conscience. 300 000 morts. Il a gazé son propre peuple. Et l'État français, il en a combien au travers de tirs ciblés On compte les morts? Non, on compte pas les morts, mais les torts sont des deux côtés. Les torts sont partagés. C'est pour ça qu'il ne faut choisir ni l'un ni l'autre. Et que la troisième voie, elle a existé, elle est de plus en plus faible. Il reste encore un petit souffle. Donc une dernière occasion pour nous de la saisir, ce sont les rebelles syriens qui se battent à la fois contre Assad et contre l'État islamique. Parce que ça existe. Et ceux-là, on les a abandonnés. On les a abandonnés par un Munich syrien qu'on va payer pendant longtemps, et pas seulement pour une génération. Parce que ce que fait Bachar el-Assad nourrit les images de propagande de l'État islamique. Et ce que fait l'État islamique nourrit les images de propagande de Bachar el-Assad. Et la Russie et l'Iran, qui nous étaient présentés depuis maintenant des années comme étant les États ennemis, nos adversaires, sont devenus les leaders de la coalition. Et ces deux États, ils ne bombardent pas l'État islamique. Ils bombardent des populations civiles parce que leur but, c'est de maintenir, surtout l'Iran, de maintenir Bachar el-Assad. La Russie, son but, c'est de garder les accès maritimes pour ses approvisionnements. Et ça passe par Bachar el-Assad. Donc, il faut quand même arriver à expliquer ça. Parce que la politique étrangère, vous dites, une élection présidentielle ne se joue pas sur la politique étrangère. Je pense que dans cette élection-là, ça peut jouer. Pourquoi? Parce que la politique étrangère, qui avant se passait loin, même le terrorisme, hein, dans des grottes, dans les avions, loin, s'est fracassé sur les trottoirs de Paris. C'est de la politique étrangère. Ce n'est plus si étranger parce que les combattants, entre guillemets, qui sont activés pour agir sur notre territoire et commettre ces attentats sont français. Et justement, donc c'est pas de la politique étrangère. La guerre en Syrie et le retour des nationaux va poser dans les prochains mois un gros problème. En France, c'est déjà le cas dans plusieurs pays d'Afrique du Nord, dont la Tunisie. On estime que la France compte 700 nationaux en Syrie, la Belgique environ 450. Vos concurrents à l'élection présidentielle ont proposé plusieurs mesures. François Fillon prévoit de déchoir de leur nationalité tous les djihadistes français qui auraient pris les armes contre la France. Marine Le Pen affirme qu'il faut suspendre les accords de Schengen afin de pouvoir renforcer les services de sécurité. Quelle est votre solution? Comment on gère le retour des Français djihadistes de Syrie ou plus largement du Moyen-Orient? Les déchoirs de nationalité, ça fait bien longtemps qu'ils ne se sentent plus français et qu'un papier d'identité ne les empêche pas de tuer. Donc je ne vois pas... oui, pour le symbole, mais so what? Il ne se passe rien derrière. Ensuite, on suspend Schengen. Schengen me fait penser au PNR. On a décidé que maintenant, dans les aéroports, nous allions être beaucoup plus, en tant qu'Européens,
contrôlé qu'on l'était jusqu'à présent. On a fiché tout le monde. Pardon, là encore, je suis dans ma ligne libérale politique, c'est-à-dire que je préfère à la police généralisée, à la surveillance généralisée, je préférais toujours l'idée de justice. Et donc la PNR consiste à tous nous ficher, y compris des mesures nationales. Je trouve que ce n'est pas une bonne solution parce que les terroristes passent dans entre les mailles du filet. D'ailleurs, ils ne prennent pas l'avion en général pour venir commettre des attentats, en tout cas ces dernières années, ce qui s'est passé en Europe. Mais surtout, on ne peut pas nous renoncer à ce qui fait notre état de droit, remettre en cause tout un arsenal, un corpus de pensée, un corpus philosophique, juridique, à cause de ces terroristes-là. En revanche, je crois à l'idée de justice. Alors on les traduit devant la Cour pénale internationale? Je crois à ça, oui, qu'on les traduise devant la Cour pénale internationale, parce que ces hommes qui reviennent, ils ont du sang sur les mains. Et ces femmes? Je crois pas. Et ces femmes, et les enfants. Il y en a qui ont peut-être égorgé à l'âge de 8 ans. Donc, moi je dis une chose, s'ils sont français, en plus ils vont le dire, ils savent manifestement faire de la dissimulation, etc. Bon, il faut qu'on arrête d'être naïfs. C'est pas les sentinelles qui sont épuisées, c'est pas... Bon, qui vont permettre de mettre la main sur cela. Je pense qu'il faut les arrêter avant qu'ils n'arrivent et que ce sont des soldats. Ce sont des soldats. Ils n'ont pas d'uniforme, mais ce sont des soldats qui ont du sang sur les mains parce qu'ils ne sont pas allés faire du tourisme en Syrie. Et que donc ces directions, la Cour pénale internationale, qui a des accords d'ailleurs avec des États qui veulent bien les prendre lorsqu'ils sont en prison, enfin après enquête, après tout ce qu'on veut, c'est là qu'est leur destin, mais pas sur le territoire national. Est-ce que vous considérez que l'Europe a un rôle à jouer là-dedans, dans une meilleure coopération entre les services de police, entre les services de douane? Oui, bien sûr, oui, il faut coordonner, effectivement, tout a été dit là-dessus. Mais ce que je vois quand même, ce que j'observe, c'est que c'est la France qui assure la sécurité des frontières de l'Europe. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que l'élection d'un président de l'Union européenne, ce que vous proposez dans votre programme, pourrait peut-être aider à mieux résoudre ces problèmes? Cette histoire d'élection, c'est plus pour l'incarnation. C'est-à-dire que l'Europe, qui dirige l'Europe, on ne sait pas, hein, c'est quoi sa figure. On a Juncker, on a, comment elle s'appelle, la ministre des Affaires étrangères, Federica Mogherini. Le président du Conseil des ministres, une fois tous les mois, enfin tous les 6 mois. Donc tout ça fait qu'il y a une dispersion, un éclatement, une absence de figure. Et donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Sur la scène internationale, par exemple, le TAFTA est négocié par la Commission européenne, dans le plus grand secret depuis 30 ans. Hein. Bon, on a semblé découvrir cette affaire-là il y a 6 mois. Et donc ce que je dis, c'est que, et en ce sens, je ne suis pas souverainiste, même si j'ai voté non en 2005 au référendum, je plaide effectivement pour l'élection au suffrage universel par tous les pays européens, enfin membres de l'Union européenne, d'un président qui n'aurait néanmoins pas les pouvoirs d'un président élu au suffrage universel, qui aurait 2 fonctions en fait. Être le gardien, un peu comme le président allemand, des valeurs fondamentales, des droits fondamentaux des citoyens européens, c'est-à-dire qui intervient quand ces droits-là sont en cause, à un ultime moment quand même, et qui aurait comme fonction de représenter l'Europe sur la scène internationale face à nos interlocuteurs chinois, américains, africains, etc. C'est pour ça. Voilà. Et c'est aussi une manière pour moi de me distinguer des souverainistes, parce qu'on a tendance à considérer que ceux qui ont voté non en 2005 sont tous des souverainistes. Ce n'est pas vrai. Toujours dans votre programme à propos de l'Europe, une proposition assez étrange, je dois bien l'avouer. Vous soutenez l'idée d'une Europe à 2 niveaux, avec un premier noyau composé de 6 à 10 pays partageant les mêmes objectifs, et puis un deuxième noyau composé du reste des pays. Pour vous, cette solution, est-ce qu'elle ne risque pas d'aggraver les fractures en Europe? C'est-à-dire que dans le premier morceau, il y aurait la France, l'Allemagne, les pays du nord-ouest, et puis dans le deuxième morceau, il y aurait la Grèce, il y aurait les pays en difficulté économique. Le problème, c'est qu'on a déjà ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut qu'on arrive aussi... En fait, c'est en réponse à ce que je disais tout à l'heure sur les écarts de SMIC, de normes, etc. Il faut qu'on arrive à harmoniser fiscalement et socialement. On ne peut pas harmoniser tout le monde, parce que les écarts sont trop importants aujourd'hui. Donc commençons avec un premier noyau. Voilà. C'était dans cet esprit-là. Plus lancer des grands projets quand même, parce qu'il y a matière, développement durable, santé publique, le numérique, l'intelligence artificielle. Il y a tellement de secteurs qui, comme dans les années 70 avec le spatial, pourraient projeter l'Europe vers un rêve à long terme pour la génération qui vient,
Où est le Facebook européen? Où est le Amazon européen? Où est le Google européen? Que fait-on en matière d'intelligence artificielle par rapport à Alpha? Pourquoi pas le réseau de trains magnétiques le plus dense au monde? Je veux dire, voilà, moi c'est ça que j'attends de l'Europe. C'est-à-dire qu'elle nous rassure sur cet avenir de long terme et qu'elle nous projette en confiance, avec confiance, sur la scène internationale. Et vous pensez que cette dynamique économique, entrepreneuriale, elle peut être, l'origine peut être donnée à Bruxelles dans les bureaux de l'Union européenne? Pardon, j'ai pas compris la question. Vous pensez que l'origine de tous ces projets économiques de Facebook européen, d'Amazon européen, peut sortir des bureaux bruxellois de l'Union européenne? Pas tout à fait, c'est pour ça que je fais toute une série de propositions pour que l'Europe devienne plus politique et plus citoyenne, que la Commission, on réduise un petit peu ses pouvoirs. Elle n'a pas négocié le TAFTA sans nous, dans le plus grand secret. C'est pour ça que je plaide pour que les droits de pétition soient vraiment opérationnels, parce que ça existe, mais c'est tellement contraint que en fait, les citoyens européens ne peuvent pas vraiment l'utiliser. C'est pour cela aussi que je plaide pour que nous arrivions à cette Europe. J'aime pas à deux vitesses, parce que j'ai le sentiment qu'on laisse tomber l'autre Europe, alors que ce n'est pas le cas, mais plus harmonisée, disons. Et puis, je crois qu'il est également important qu'on fasse pause un peu sur l'élargissement. Ça va trop vite. Loin du regard des peuples qui découvrent chaque année qu'il y a un peuple européen qui les a rejoints. Je pense qu'il faut démocratiser ce processus d'élargissement. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public, si ça ne vous dérange pas. Donc, comme à chaque fois, nous vous prions de bien vouloir vous lever, de vous présenter et de poser une seule question. Bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Aliénor, je suis en 3e année à l'ESSEC. Je viens de Nouvelle-Calédonie, d'où ma question. Vous semblez placer les territoires d'outre-mer assez haut dans vos préoccupations, comme le témoigne votre plan d'action pour l'outre-mer, qui est un des 4 éléments de votre projet de société. Comment vous conciliez cet attachement aux outre-mer avec le rejet que vous faites de la colonisation, sachant qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même des territoires coloniaux? Les outre-mer font clairement partie de la France des oubliés, hein, donc c'est effectivement pour ça que je la considère comme prioritaire. On appelle même les outre-mer l'ultra-périphérie. C'est un terme juridique introduit dans le droit européen. Alors que je pense que les outre-mer sont les centres du monde. Centre du monde. La Réunion se trouve tout près de l'Afrique, qui est le nouvel atelier du monde. 10 pays à plus forte croissance au monde, 6 sont africains. Et la Réunion a la chance d'être là. Elle ne profite pas de cette croissance, cette potentialité-là. Les Antilles, au cœur d'une Caraïbe qui explose, de Bahamas à Cuba, il y a un potentiel là aussi économique qui en fait aussi le cœur du monde. La Guyane, proche du Brésil, tellement proche du Brésil. Quand j'étais ministre des Sports, on avait fait la base avancée de la Coupe du Monde de football et des Jeux Olympiques pour que les sportifs s'y installent, pourraient profiter également de cette croissance de l'Amérique latine. Donc c'est pas une ultra-périphérie des Outre-mer. Ce sont les centres du monde, un peu partout sur la planète. Et ça, on ne l'a pas compris. Mais pour cela, il faut qu'on sorte effectivement de ce rapport d'exclusivité avec l'Hexagone pour penser leur environnement régional immédiat. Deuxième élément, je crois que les habitants d'Outre-mer eux-mêmes, les ultramarins, vous discuteront de cette question de la colonisation, puisque ceux qui l'ont été, manifestement, d'abord, ça a été les Indiens, qui ont de la population, alors là, parmi les oubliés, les Indiens des Caraïbes, encore plus oubliés que tous les autres. C'est pour ça que dans mon projet, d'ailleurs, je propose un musée pour qu'on ravive, qu'on redonne de la considération à cette population indienne qui se trouve dans les Antilles et même à La Réunion, et qui a été complètement oubliée, zappée dans l'histoire nationale, et qui en fait partie. Donc ouais, moi, ce sont ces populations qui, voilà, ceux qu'on oublie, ceux qu'on méprise, ceux qui sont aux marges, parce que j'ai toujours considéré que les marges sont les lieux d'innovation les plus importants, parce qu'avec peu, avec des bouts de ficelle, ils font énormément. Et donc c'est dans ce sens que j'ai appliqué la même analyse, disons la même matrice d'analyse aux Outre-mer, mais on peut aussi construire, rattraper. Donc première solution, l'environnement, une coopération plus forte au niveau de l'environnement régional. Deuxième élément aussi, on ne vous étonnera pas en matière économique, la concurrence. Il y a un problème
dans les Outre-mer aujourd'hui. L'économie a été monopolisée par quelques-uns, quelques familles, quelques entreprises qui tiennent toute l'économie de ces îles-là à coup de subventions, de défiscalisation et d'exonération. Ça, c'est pas de l'économie, c'est pas de la concurrence, c'est même pas du capitalisme. Et donc, empêchant finalement toute activité de se développer, provoquant une vie particulièrement chère, qui a été à l'origine d'ailleurs des manifestations de 2009. Et à partir de là, la réponse ne peut être que dans la concurrence, c'est-à-dire permettre à d'autres types d'entreprises. Quand Leclerc a essayé d'aller en Martinique, je veux dire, ça n'a pas duré très longtemps, ils ont été virés sans management. Donc, il y a une vraie stratégie économique à avoir dans ces territoires-là pour que l'activité reparte, parce que nous sommes quand même dans des endroits où le taux de chômage, vous parlez de taux de chômage dans l'Hexagone, mais dans ces endroits-là, on a des taux de chômage à 50-60% des jeunes, sans activité économique, aussi peu. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à la structure économique là encore, de ces rentes, parce que nous sommes aussi là face à des rentes. Merci beaucoup. Juste une dernière petite question. On va prendre une dernière question. Le peuple a bien participé, non? Bonsoir Amayad, je m'appelle Nicolas, j'ai 18 ans, je suis étudiant en biais de la première année. Alors ma question elle porte sur un sujet qui n'a pas trop été évoqué ce soir, qui est l'éducation. Bon, on a eu une succession de ministres de l'Éducation nationale. Actuellement on a Najat Vallaud-Belkacem qui, en mon sens, prône une forme d'égalitarisme par le bas, qui pour moi est complètement fausse, et qui nous explique que pour l'éducation nationale, tout va parfaitement aujourd'hui. J'ai pas mal étudié votre programme, mais j'ai vu notamment que vous proposez des internats d'excellence. Alors ma question est la suivante. Qu'allez-vous cibler précisément? Plutôt les jeunes de la ruralité, plutôt les jeunes des banlieues? Comment allez-vous, je sais pas, créer un nouvel examen pour sélectionner ces jeunes qui pourraient rejoindre les grands lycées parisiens? Non, je ne propose pas les internats d'excellence. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour la 6e, vous proposez que justement... Ah, c'est pas les internats d'excellence. En fait, il s'agit pas de faire ce qui a pu être fait pour Charles Péguy et Marcel Gauchet, c'est-à-dire qu'on prenne les meilleurs dans les classes, quelles qu'elles soient, et qu'on leur propose de rejoindre Henri IV et Louis le Grand, même quand ils viennent de l'UNICEF, directement, pour le mérite, le travail, pas la discrimination positive, surtout pas, qu'on n'en fasse pas des imposteurs à vie, s'il vous plaît. C'est très important. Mais sur leur travail, acte de foi vis-à-vis d'une génération. Pas leur dire bon, on va vous, charité chrétienne, vous permettre, vous exonérer de l'examen et vous allez, voilà. C'est pas leur rendre service parce qu'ils seront toujours regardés par des imposteurs, par les autres. Et il faut bien qu'ils le comprennent. Par contre, leur faire confiance, c'est de dire ce que les autres arrivent à faire. Passer les examens, les concours, vous pouvez aussi le faire. C'est ça, leur faire confiance. Et il ne faut jamais prendre les enfants comme ils sont, mais dans leur potentialité. C'est-à-dire, moi, si je vous ai en face de moi, je suis enseignant, vous êtes, je sais pas, mauvais en français, je ne vais pas me contenter du fait que vous êtes mauvais en français à l'instant T. Si je repère en vous une capacité de travailleur, une curiosité, une intelligence, je me dis, tu peux atteindre 14. C'est ça qui fait la force de l'instruction publique. C'est pour ça que je plaide pour un ministère de l'instruction publique et moins de l'éducation nationale d'ailleurs. Mais c'est pas des internats, c'est des écoles qui existent. Et puis, alors, on peut en créer d'autres s'il n'y en a pas assez, mais des lycées d'excellence, des collèges d'excellence. Mais l'internat d'excellence ne répond pas du tout à cette logique-là. Bon. L'excellence, c'est important. On ne peut pas tous être... tout ne peut pas être médiocre dans la vie, l'excellence c'est bien, et on peut même être, je veux dire, même, on parle de l'apprentissage. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tous les hommes politiques ont dans la tête cette idée que l'apprentissage c'est bien, c'est formidable? Tout le monde le dit. Bon, sauf qu'il faut quand même observer une chose, l'apprentissage, il y en a de plus en plus d'apprentis là ces dernières années, mais ils viennent des grandes écoles. Sciences Po, Dauphine, tout ça, vous peut-être. C'est pas les CAP, les BEP pour qui ça augmente l'apprentissage. Or, c'était censé leur permettre à eux de s'en sortir. L'argent de la taxe d'apprentissage sert de plus en plus dans les grandes écoles et de moins en moins vers ces populations-là qui en ont le plus besoin. Et ça, personne ne le dit. C'est une vraie hypocrisie. Ensuite, la deuxième chose,
c'est que c'est pas parce qu'on est en CAP et en BEP qu'on a le droit d'être moyen. On peut être en CAP et être le premier de sa promotion de CAP, on peut être en BEP et être le premier de sa promotion de BEP. Moi, ce que je propose, c'est que dans l'apprentissage, ces premiers-là, pour eux, on crée des écoles, enfin des hautes écoles d'apprentissage, ça existe en Suisse. On se base souvent sur l'Allemagne, mais moi je suis plus intéressée par le modèle suisse, où il y a des hautes écoles d'apprentissage, où on envoie l'équivalent des meilleurs CAP, des meilleurs BEP, et qui feront demain des super pâtissiers, des super céramistes, des super plastriers, qui vont après étendre leur savoir-faire, être des ambassadeurs d'un savoir-faire de leur pays sur la scène internationale. C'est pas formidable ça? Alors pourquoi considérer que on est là, donc voie d'échec, donc on reste là où on est? On se contente d'être soi. On ne peut pas se contenter d'être soi, sinon on végète. Donc l'idée c'est de dire, de repérer en chaque enfant, parce que dans chaque enfant il y a quelque chose qui relève, qui doit relever de l'excellence, que ce soit un travail manuel, que ce soit de la théorie, que ce soit des maths, que ce soit du français, que ce soit tout ce que vous voulez, mais en tout cas dans son domaine, être le meilleur. Ça doit être l'objectif, quel que soit le type de cursus. Et c'est bien pour cela que je plaide pour, non pas les atteintes d'excellence qui existent et qui ne répondent pas vraiment à cette logique, mais je plaide effectivement pour une école de l'excellence, de l'exigence. C'est pas un nid douillet, oui, effectivement, c'est pas marrant, on est là pour travailler. Le prof, c'est pas un animateur social, c'est pas un copain. Il n'y a pas d'égalité entre l'enseignant et l'élève, c'est comme ça, mais un jour, l'élève peut dépasser le maître, et ça c'est génial. Ramayan, merci. Et cher public, c'est la fin de ce débat. Nous vous invitons donc à vous rendre en cafétéria pour le cocktail.